Il est 20 h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. La forte pluie qui s'est abattue sur la capitale guinéenne depuis la nuit du jeudi à vendredi continue à faire des dégâts. Des personnes y ont même perdu la vie et des dégâts matériels considérables ont été enregistrés dans plusieurs quartiers de la ville de Conakry. Les détails, c'est dans ce journal. Les 100 premiers des différents examens nationaux session 2023 ont été reçus en audience ce vendredi par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Et puis sport, quelle est la situation des joueurs guinéens avant l'ouverture des championnats européens? La réponse dans quelques instants. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Les négociations tripartites qui étaient bloquées se sont poursuivies ce jeudi au ministère du Travail et de la Fonction publique. Durant 8 heures, le mouvement syndical, le patronat et le gouvernement ont débattu sur les points qui n'ont pas été pris en compte durant l'année 2022, notamment l'intégration des enseignants contractuels à la fonction publique. Mais aux sorties de négociations, aucun accord n'a été trouvé entre les différentes parties. Suivez-en un extrait au micro de Mariama Bouibari. Nous venons de sortir de la salle de négociation et nous étions toujours sur les préalables. À la date du 20 avril 2023, le mouvement syndical guinéen a adressé 2 courriers. Un courrier qui concerne les préalables et un autre courrier qui concerne la plateforme revendicative axée sur 5 points. Donc nous avons continué les discussions sur les préalables. Les préalables, ce sont les points qui n'ont pas été appliqués depuis le 7 avril 2022. Et le gouvernement guinéen a tenu vraiment à ce qu'on discute sur ces préalables. Donc aujourd'hui, depuis le matin, nous sommes toujours sur le cas des enseignants contractuels. Donc vous savez que c'est un point vraiment qui, depuis 2018, constitue un grand problème. Il y a eu des enseignants qui sont là depuis 2018, ils enseignent. Donc le mouvement syndical guinéen avait obtenu un accord pour l'engagement de ces enseignants contractuels via un concours, mais chose qui n'avait pas été faite. Toujours dans l'actualité, les 100 premiers des différents examens nationaux session 2023 ont été reçus en audience ce vendredi par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Cette rencontre a été initiée à la veille de la cérémonie de récompense réservée à ces lauréats de cette année. Au cours de la rencontre, Guillaume Hawing les a félicités pour le travail qu'ils ont abattu pour être parmi les meilleurs. Ansoubaï Baldé. Une visite guidée dans les différents services du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a ponctué cette rencontre avec les premiers des examens nationaux 2023. Composés de filles et de garçons, ces lauréats ont été reçus en audience par le ministre Guillaume Hawing. Par des mots de félicitations et d'encouragement, le chef du département de l'alphabétisation s'est adressé aux visiteurs. Il a promis que ces meilleurs de l'école guinéenne seront immortalisés dans un panthéon. Désormais, vous serez dans un panthéon. Je veux parler des premiers de la République au niveau du baccalauréat. Ils auront leur photo et ça, ce sera à vie. Vous allez désormais échapper à la mort physique. Vous savez, tout le monde meurt. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour échapper? Vous savez, les œuvres de l'homme parlent mieux que lui-même. Hein? L'homme passe, mais ce sont les œuvres qui résistent. Et vous, désormais, vous serez immortalisés. Depuis 1985, le premier de la République 2023 en sciences mathématiques est celui qui a obtenu la plus grande moyenne parmi les premiers avec 18,99. C'est une information donnée par le ministre Guillaume Hawing. Présent à la rencontre, Adolphe Irénée Colli, concerné par cette observation remarquable, a loué le travail qu'il a mené qui lui a permis de se hisser parmi les meilleurs. Comme le disait le ministre lors de l'entretien, il est très facile d'être premier, mais encore difficile de se maintenir. Donc avoir atteint ce niveau, c'est une joie, c'est un honneur, c'est un plaisir, mais aussi ça donne beaucoup plus de responsabilité pour garder le cap ou faire plus, puisque c'est ce en quoi consiste l'évolution.
La récompense proprement dite en faveur de ces majors est attendue ce samedi 12 août à Conakry. C'est une façon pour les autorités guinéennes de récompenser le mérite. Je vous le disais en titre, la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Conakry dans la nuit du jeudi à vendredi a causé un drame au niveau du pont de Kobaya qui relie ce quartier à celui de Lambani. L'eau a emporté une voiture rouge à son bord, 2 personnes, dont une dame. Mais la destination du conducteur n'est toujours pas connue. Ce vendredi, les forces de maintien d'ordre et plusieurs citoyens étaient mobilisés pour secourir Kadiatou Silla qui a malheureusement été retrouvée morte dans sa voiture. Mama Issata Tawel Kamara pour plus d'explications. Il s'agit de Kadiatou Silla, âgée d'une quarantaine d'années, qui a été retrouvée morte dans cette voiture rouge immatriculée 6934 AK, emportée par le courant d'eau aux environs de 4 heures du matin sur le pont de Kobaya. Sortie pour se rendre au travail, cette dame n'a pas su maîtriser le volume d'eau. Selon des informations, la protection civile a brillé de par son absence. Parmi les 6 jeunes qui ont risqué leur vie pour sauver celle de Kadiatou Silla figure Ibrahima Bagaga. Il explique les faits. Dans les abords de 4 heures, on nous a informé qu'il y avait une voiture qui a coulé au pont de Kobaya ici. Et nous étions au niveau de Rex ici, à côté. Et il y avait une forte pluie qui tombait et donc finalement il n'y avait pas eu l'accès totalement de traverser le pont. Je me suis décidé volontairement pour la première fois et j'ai essayé de trouver un barre de fer. Et finalement, j'ai obtenu la portière de la voiture et j'ai fouillé dans la voiture. J'ai trouvé qu'une seule dame à l'intérieur. Donc elle était évanouie, il y avait l'eau qui avait envahi déjà la voiture. Et finalement, je l'ai fait sortir de la voiture. Je l'ai poussé jusqu'au niveau du capot de la voiture. Et les amis m'ont rejoint maintenant, ils ont fait sortir le corps. La réalisation de ce pont aurait coûté à plus de 4 milliards de francs guinéens, selon les jeunes de ce quartier, alors que le pont n'a pas une hauteur permettant de sauver des citoyens qui y périssent pendant de fortes pluies. Remonté face à cette situation, Bangali Condé demande aux autorités de trouver des solutions. Il faut voir le pont de 4 milliards. Ça a tué beaucoup de personnes ici. Il faut qu'ils prennent des précautions pour le pont là. Regardez le goudron, l'eau qui déborde le goudron. Ça c'est un pont. S'ils ne viennent pas pour changer le pont là, nous on va barrer le pont là. Aussitôt informés, les forces de maintien d'ordre se sont rendues sur les lieux pour maîtriser la situation. Quelques minutes après, la grue est apparue pour remorquer la voiture de la dame. Mais jusqu'au moment où nous quittions les lieux, la famille de Kadiatou Silla n'avait toujours pas été encore retrouvée. Restons toujours dans la commune d'Oratoma. La forte pluie qui s'est abattue sur Conakry a fait des dégâts dans le quartier Kobaya, secteur 4. Des habitants ont été envahis par des eaux. Des citoyens touchés par cette inondation cherchent un abri. Pendant ce temps, les voitures n'ont pas été épargnées. Notre reporter Nenou Moubaldi y était. Suivez son reportage. C'est une désolation totale. Les habitants du quartier Kobaya, secteur 4, se sont réveillés les pieds dans l'eau ce vendredi. Plus d'une dizaine de concessions ont été submergées dans les eaux de pluie qui se sont abattues dans la nuit du jeudi à vendredi. Les images en disent long. Ici, nous sommes au domicile de Mamadou Issiagasso. Sa cour s'est transformée en piscine. Les appartements complètement remplis d'eau. L'eau était venue hier à 1h. Il y a d'autres qui étaient couchés. Jusqu'à 4 heures, le dégât avait commencé. Mais lorsque nous on était venus en 2012, les dégâts là, c'était pas comme ça. Le caniveau était grand, l'eau passait. Maintenant, depuis 2018, 2019, 2020, l'eau débordait maintenant. Chaque année, c'est un autre cas. On avait même déclaré ça au ministre de venir en aide pour nous aider pour que ça se diminue. Après un constat amer, on se rend compte que dans ce quartier Kobaya, secteur 4, les constructions anarchiques sont florissantes. Presque la majorité des maisons sont bâties dans le bas-fond. C'est ce qui entraîne d'ailleurs les inondations à répétition dans ce quartier, souligne ce jeune qui lui-même est victime de cet incident. Nous sommes très touchés. Nous vivons dans la peur ici. À chaque année hivernale, c'est la même chose qui se répète. Et vous voyez le lit de la rivière, ça a été dragué par la Géroute. Ils ont fait un travail, ils ont fait vraiment le maximum de travail.
Mais la solution est que vraiment, il faut que l'État essaie de nous aider vraiment à ce qu'on ait vraiment la route pour l'eau. Les gens sont venus construire dans le lit de la rivière. C'est ce qui fait que quand une quantité d'eau arrive, ça ne peut pas s'écouler. C'est ce qui fait le retour. C'est ce qui fait que les gens sont inondés. Vous-même voyez, le lit là, comment c'est bloqué à partir de là. Les gens sont venus construire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vraiment nous sommes inondés. Les autorités de ce quartier inquiets nous ont fait visiter plusieurs maisons inondées. Morlaï Kamara, chef secteur de Kobaya, secteur 4, a quant à lui pointé un doigt accusateur sur le pont reliant son quartier à celui de Fulamadina. Il affirme qu'en plus des constructions anarchiques, tous les problèmes que subissent les habitants de Kobaya proviennent de ce pont. Le pont là n'a pas de déviation. Quand il pleut, il crée d'énormes difficultés aux citoyens. Regardez son état. Ce sont les eaux là qui se déchaînent ici, qui la majeure partie rentrent dans les concessions. L'État doit nous aider. Les sinistrés, désespérés, appellent à l'aide. On lance un appel solennel aux membres du gouvernement de venir nous secourir ici, afin d'avoir une vie meilleure comme les autres. Plusieurs autres lieux ont été touchés par cette forte pluie qui s'est abattue sur Conakry. C'est le cas du lac de Sonfonia qui a débordé. De Kobaya, direction Sonfonia, les eaux de ruissellement ont imposé leur veto à plusieurs citoyens à quelques endroits de la capitale. À Sonfonia Lac, l'eau a envahi la route, bloquant momentanément la circulation. Pas que, plusieurs maisons ont été inondées d'eau, endommageant les biens à Lambagny dans la commune de Ratoma. Images et témoignages dans ce reportage de Amara Bangoura. Le pont du lac de Sonfonia submergé par les eaux de ruissellement. De loin, des citoyens bloqués au risque de se faire emporter sous le contrôle des agents de la protection civile. Puis la nuit dernière, cette voie est coupée du reste de la capitale. Il aura fallu attendre plusieurs heures pour que le niveau des eaux diminue, pour permettre aux citoyens de rallier l'autre rive et à la circulation de timidement reprendre. On est contraint de partir au travail. On prend des risques pour traverser. La police était là, elle faisait son travail, mais malheureusement elle a cédé sous la pression de la population parce que bon, les gens ont des obligations. Sinon quand même, c'est quand même risqué. Depuis quelle heure nous sommes là, depuis le matin à 7 h, jusqu'à présent on cherche pour aller au travail. C'est pas bon comme ça. L'État n'a qu'à nous aider. Chaque année c'est comme ça, chaque année. Sur le chemin de ces eaux, un manguier à moitié terrassé, touchant des fils électriques au-dessus d'un hangar aussi pris à partie. Dans les quartiers et dans la famille Kamara à Lambagny, les traces d'eau sont visibles. Aucune partie des maisons se trouvant dans cette cour n'a échappé à la visite des eaux. Au bas-fond ici, il n'y a pas de route là où l'eau passe. Parce que l'eau rentre ici à la porte principale. Il y a beaucoup de dégâts matériels. Des habits, des fauteuils, parce que l'eau est rentrée même dans les armoires, les télés. Selon les données météorologiques, Conakry devrait enregistrer ce 11 août une précipitation de 25,8 mm. Une prévision journalière qui promet plusieurs risques d'inondation dans une capitale où les canaux d'évacuation sont bouchés d'ordures et envahis par des constructions anarchiques. Autre facette de l'actualité, après l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO à la junte nigérienne, l'organisation a brandi la menace d'intervention militaire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour cela, les chefs d'État ont ordonné l'activation de la force en attente tout en privilégiant les négociations et le dialogue. Le directeur du Centre national d'études et de recherche stratégique, Thierno Boubacar Tunkara, voit très mal comment la CEDEAO pourrait déclencher un conflit armé au Niger. Reportage Mamotanouba. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont ordonné l'activation de la force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Cependant, ils n'ont donné aucune précision sur le délai. Le directeur du Centre national d'études et de recherche stratégique, Thierno Boubacar Tunkara, ne croit pas au démarrage immédiat de la guerre contre le pouvoir de la junte nigérienne pour plusieurs raisons. On peut activer une force en attente, elle n'existe pas. De toutes les façons,
Elle n'a jamais combattu, elle n'a jamais été mobilisée. J'ai bien l'impression que ce sont des apports de chaque pays. Chaque pays doit donner un contingent pour former une force. Mais ça, il faut d'abord réunir cette force-là. Il faut l'équiper, comme l'a dit Ouattara. Il faut financer, comme l'a dit Ouattara, justement, et pour entrer en guerre. Et aujourd'hui, combien de pays sont prêts à contribuer? Il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, c'est les deux que je connais actuellement. Mais le Niger, il y a 7 pays qui entourent le Niger, n'est-ce pas? Et ces pays-là ne rentrent pas en guerre. Cet analyste voit très mal le retour de Mohamed Bazoum à la tête du Niger après son renversement. Et je vois mal comment un président qui a été renversé, la population s'est manifestée en soutien aux punchistes, comment on peut remettre ce président en selle? Ce n'est pas évident. Quelle légitimité il aura lorsque c'est une armée extérieure, fût-elle de la sous-région, qui le réinstalle sur son fauteuil? Je ne vois pas comment il peut reprendre l'initiative et reprendre le pouvoir évidemment et l'exercer. Reste à savoir si les négociations pacifiques seront privilégiées afin d'éviter un conflit armé pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Et puis, réunis en sommet extraordinaire hier jeudi à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont retenu l'option d'une intervention militaire au Niger. L'instance sous-régionale reste ferme dans sa démarche d'ouvrir la voie à une mobilisation de la force pour la libération de Mohamed Bazoum afin de rétablir l'ordre dans le pays. Suivant de près cette actualité, les acteurs politiques guinéens ont donné leur point de vue sur cette actualité. Mayambou Ibari et Ansoubaï Loubalde. Les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO sont demandés à mobiliser la force en attente de l'instance ouest-africaine pour une intervention militaire au Niger. Cet appel à la mobilisation est fait dans le but de rétablir le président déchu Mohamed Bazoum au pouvoir. En Guinée, cette actualité est commentée par les acteurs politiques qui suivent de près ce qui se passe dans ce pays depuis le coup de force intervenu le 26 juillet dernier. Pour Pépé Francis Sahaba, président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement UGDD, la CEDEAO est dans son plein droit de multiplier les sanctions contre les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. La CEDEAO, effectivement, comme elle est en train de faire, elle doit prendre toutes ses responsabilités pour étouffer cette junte, pour que l'ordre constitutionnel revienne dans les meilleurs délais dans ce pays-là. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, accepter qu'au XXIe siècle, que des coups d'État perpétuels arrivent. On ne peut pas continuer à encourager les prises de pouvoir par la force. Et il faut encourager plutôt la démocratie, c'est le pilier, n'est-ce pas, de tout développement. Et donc la CEDEAO a eu raison de privilégier d'abord, n'est-ce pas, la voie diplomatique, de privilégier les négociations. Restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, c'est l'objectif principal du déploiement des militaires par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans ce pays dirigé actuellement par le général Tiani. Avec cette démarche entreprise par les chefs d'État de la CEDEAO, ce serait le dernier essai de haute envergure pour la survie de l'instance sous-régionale, estime Oyebe Avogui, secrétaire général par intérim du PDG RDA. Bon, je pense que la CEDEAO est en train presque de faillir à son devoir. Et le cas du Niger est presque le dernier test pour la CEDEAO. Parce que si elle échoue à pouvoir régler ce problème conformément au protocole qui y a à faire, je pense que ça va être un échec, mais un échec très puissant pour la CEDEAO qui risque même de créer ou de se suicider elle-même à travers sa mauvaise gestion des crises. La libération du président Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel, c'est le souci exprimé par les chefs d'État de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à l'issue de la rencontre du jeudi. Dans les conclusions, au sortir de la rencontre d'Abuja, les chefs d'État ont dénoncé les conditions dans lesquelles Mohamed Bazoum et sa famille sont détenus par les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. En même temps, ils tiennent pour responsables de tout ce qui arriverait au président déchu et les membres de sa famille. Le CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Pendant ce temps, la junte au pouvoir au Niger, dirigée par le général Abdourahmane Tiani, est en train de dérouler son calendrier de transition. Maintenant, place au sport. À quelques heures du démarrage des championnats européens de football, les clubs s'activent et se bousculent dans le transfert des joueurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation des joueurs guinéens
Pendant ce mercato, déjà certains internationaux guinéens ont changé de club et d'autres ont dans leur viseur des recruteurs européens. Découvrons tout cela avec Lansana Fofana. Le marché de transfert se poursuit pour les joueurs guinéens évoluant en Europe. Ce jeudi, le défenseur du Sili national Seydou Sow s'est engagé avec Racing Club de Strasbourg pour une durée de 5 ans. Après avoir passé 7 ans avec son club formateur, l'AS Saint-Étienne, l'international guinéen signe son retour à Ligue 1. Mais cette fois-ci, dans les rangs du club strasbourgeois qui a terminé d'ailleurs à la 15e place avec 40 points la saison dernière. De son côté, Elhadji Abdourahmane Ba retrouve le sourire après 2 saisons compliquées. L'attaquant guinéen rejoint l'Union sportive littorale de Dunkerque, un club de 2e division en France. L'ancien meilleur joueur et buteur de la Ligue 1 guinéenne lors de la saison 2021 avec 17 buts inscrits et prêté par son club turc Samsung Spor pour une saison. Une opportunité pour l'ancien joueur du CIK qui pourrait en profiter pour se relancer. Sous contrat avec le club danois de Midtjylland, Sori Kaba est dans le viseur des dirigeants de Watford en Angleterre. Grand artisan du maintien de Cardiff City en Championship la saison dernière où il était en prêt. L'attaquant guinéen de 28 ans pourrait retourner en Angleterre. Selon nos informations, le club anglais Watford est en discussion avancée avec le Midtjylland pour le transfert du Guinéen. Sori Kaba ne manque pas également de preneurs dans le championnat espagnol. François Kamano, quant à lui, a déjà pris la direction de l'Arabie Saoudite. L'ancien joueur du Bordeaux vient de signer un contrat de 2 ans en faveur du club ABA. L'international guinéen va donc découvrir un nouveau championnat après celui de la France et de la Russie. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux, Kavi Media.